commencer la session des kystites pulmonaires dans tous ces états. Donc, on va commencer par un petit rappel théorique, entre guillemets, qui sera fait par mon ami Miel. Et puis après, on va voir un certain nombre de cas. Certains sont suggestifs, d'autres pas du tout. Et puis, bien évidemment, c'est une séance qui est totalement ouverte. Voilà, donc ravi de vous retrouver. On va parler du kit sciatique, une pathologie un peu oubliée. On est toujours content de retrouver des cas de kit sciatique parce que quand même c'est plus bénin que ce qu'on commence à voir aujourd'hui. Beaucoup de malignité malheureusement. Donc le kit sciatique est une parasitose cosmopolite. Elle est due au développement d'un ténia qui vit dans l'intestin des carnivores domestiques. Donc c'est un chien pour l'homme, qui est l'Echinococcus granulosus. Mais l'homme est vraiment un hôte intermédiaire et donc il faut casser le cycle comme ça, on prévient cette maladie parce que vous allez voir que si elle est globalement bénigne, dans certains cas, elle peut devenir maligne, entre guillemets, mais on verra quelques complications assez sérieuses. Donc l'atteinte pulmonaire, c'est la deuxième par sa fréquence après le foie. Donc comme je viens de dire, c'est une maladie bénigne, mais les complications peuvent être parfois très très graves. Le diagnostic est très facile sur la clinique, sur les données radiologiques et puis sur les données immunologiques, donc je sous-entends la sérologie. Et enfin, idéalement, il faut proposer un traitement chirurgical, c'est le seul traitement efficace. Alors, qu'en est-il du Maroc? Ben, écoutez, on est en rouge, on est un pays à forte endémicité. Et sachez qu'en diagnostiquant des cas de kyste sciatique, il faut déclarer ces cas, chose qu'on oublie des fois. Il faut faire une déclaration qui est obligatoire. Alors, les zones les plus concernées sont les zones, on va dire, agricoles, la zone de la Chaouia et de Mknesset-Biled. Donc, on a quand même donc une activité agricole importante. Et puis, les autres régions, un peu moins. C'est la pathologie du jeune. C'est plus fréquent chez l'adulte de la quarantaine. Et pour le poumon, ben, écoutez, la population encore plus jeune, c'est l'enfant. Et puis, c'est l'adulte jeune entre 10 et 30 ans, sans prédominance de genre. Et la lésion pulmonaire représente 20 à 40% de toutes les lésions confondues. Donc, on a toujours, c'est une étude de Rabat, donc le foie, le poumon, le muscle, l'os, après les raretés, on va dire, mais c'est surtout le foie et le poumon. Et comme vous voyez ici l'évolution durant les années, on a l'atteinte hépatique, donc en bleu foncé, suivi de l'atteinte pulmonaire. Vous voyez qu'il y a une réduction quand même des cas, ça se stabilise, ça ne disparaît pas encore. Alors, pour l'atteinte pulmonaire, c'est quand même la plus fréquente des atteintes thoraciques. Et souvent, il y a une autre localisation associée. Donc, soit intrathoracique, bronchite, pleurale, médiastinale, cardiaque, tout est possible, ou encore hépatique. Et donc, c'est l'atteinte hépatique qu'il faut chercher. Quand il y a le foie, il faut chercher le poumon. Parce que combien de fois on opère le foie? On a une radio préopératoire qu'on regarde même pas alors qu'il y avait une atteinte pulmonaire et l'inversé. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, normalement, on a les hôtes intermédiaires, donc ce sont les herbivores qui sont malades. Après, leurs déjections vont être mangées par les canidés. Donc, pour nous, ce qui nous concerne actuellement, c'est plus les chiens, notamment au milieu rural. Mais ça peut être les hyènes ou les chiens sauvages. Et donc, après, ces chiens-là, normalement, donc, en fait, ils vont boucler la boucle en émettant des œufs qui vont être mangés par les herbivores et ainsi de suite. L'homme est un hôte intermédiaire dit accidentel. Alors, qu'est-ce qui se passe normalement? En fait, on aura une contamination directe ou indirecte. Directe lorsqu'il va manger des crudités non lavées, lorsqu'il va boire de l'eau souillée, ou indirecte, c'est pour ça qu'on dit l'origine rurale, ben, quand il y a ces chiens-là et qu'on les caresse, qu'on touche leur sécrétion salivaire dans le pelage, et c'est comme ça qu'on fait après l'infection manuportée, et donc on appelle ça la maladie des mains sales. Donc d'où l'intérêt du lavage des mains. Alors, quand on ramène justement la main qui porte les embryons à la bouche, on va avaler ces embryons qui vont passer dans l'intestin et à travers la circulation intestinale, donc on aura l'embryon qui va atterrir dans la circulation donc plutôt veineuse, mais parfois une dissémination lymphatique. On passe par le filtre hépatique. C'est un filtre qui est très efficace, donc c'est pour ça qu'on a plus de kyste hépatique. Mais il y en a qui vont échapper et qui vont passer par les veines caves vers le cœur droit, et donc après vers l'artère pulmonaire. Et lorsque le kyste va coincer sur une artère de plus faible calibre, eh bien, il va se développer à ce niveau-là. Mais le risque, c'est qu'après, ça passe via les capillaires vers la circulation gauche, vers l'aorte, et donc la dissémination peut se faire à tous les organes.
Alors, au niveau des organes, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, on a la possibilité d'une défense efficace du corps. Donc, on aura un granulome inflammatoire qui va détruire les éléments parasitaires et donc l'histoire sera terminée. Mais ce qui arrive dans l'idatidose, c'est qu'on aura la vésiculisation. Ensuite, l'embryon est caractérisé par des crochets. C'est comme ça qu'il s'attache à l'intestin et dans les autres organes par la suite. Bien sûr, il y aura toujours une réaction du corps, mais là, on n'arrivera pas au granulome, il n'y aura que des mononucléaires. Et ça va donner donc, le kyste va commencer à prendre l'eau, c'est-à-dire le liquide, avec les sels minéraux, d'accord? Et il va se vacuoliser, se remplir progressivement et très lentement, donc ça peut prendre vraiment des mois, voire des années. Et à un moment, il va lui-même devenir fertile parce que sa membrane interne va va faire naître des excroissances qui contiennent des éléments parasitaires. Et donc, c'est comme ça ce qu'on appelle les vésicules fines. C'est comme ça qu'on aura donc l'apparition d'autres vésicules en contiguïté. Alors, ce kyste va grossir. Et il grossit grâce, comme on a dit, au liquide riche en sels minéraux. Ça vous ramène au goût salé que va ressentir le patient quand il va expectorer. Donc, le kyste, il pousse, la structure pulmonaire est élastique. Tant que les résistances sont homogènes, il va garder sa forme sphérique. Mais dès qu'il va rencontrer une opposition à sa croissance, il peut changer donc de forme et il peut devenir ovalaire, réniforme, piriforme. En fait, tout est possible. Et puis, à un moment, il va éroder les structures de voisinage, à savoir les bronches ou les vaisseaux. Et donc, on peut avoir des ruptures et donc des complications, comme on verra tout à l'heure. Donc, on peut avoir des complications un peu plutôt rares, comme les compressions bronchiques avec les atélectasies, mais qui sont possibles. On peut avoir les fistules vasculaires, bronchiques, pardon, et puis donc quand il s'ouvre sur l'air, il va s'infecter. Et puis quand il dure dans le temps qu'il est méconnu, on va avoir des infections à répétition qui vont laisser place à des dilatations de bronches, et ça peut être un mode de révélation. Et puis, comme on vient de le dire, voilà, il y a une masse, elle cherche à se vider quelque part. Ça peut se faire dans les bronches, mais aussi dans les vaisseaux, la plaie ou le péricarde. Et des fois, l'atteinte, elle peut être multiviscérale et les calcifications dans le poumon sont plutôt rares. Donc, on va voir un petit peu comment va se prononcer ou s'exprimer plutôt ce kyste. La clinique n'est pas spécifique. Il peut s'agir d'une découverte fortuite, mais il peut aussi s'agir de tout, d'hémoptysie. Là, ça peut nous orienter et même nous inquiéter un petit peu. Donc, l'hémoptysie, ça nous mène en général à faire d'un bilan paraclinique. Et puis, plus évocateur, lorsque le patient vous dit qu'il a émis un liquide eau de roche, qui a ce goût salé, justement, qui peut contenir ou pas les éléments idatiques. Et d'ailleurs, quand il y a les membranes, on va appeler ça une idatidoptysie. Et on peut dire que c'est un élément de confirmation lorsque le médecin la voit et y assiste. Donc voilà, ça c'est des images de membranes idatiques qu'on assimile à la peau de raisin sucé ou à la pulpe d'oignon. Donc c'est assez évocateur, mais il faut quand même que le médecin les voie pour qu'on puisse attester, parce que là ce serait un élément de confirmation. Alors souvent l'état général est conservé, c'est-à-dire que vous avez des fois une très grande anomalie à l'imagerie et vous regardez le patient à côté, il est en bon état général. C'est assez classique, mais on a d'authentiques kystidatiques avec altération de l'état général, surtout quand il y a des complications ou que le stade est évolué. Et donc, d'où l'intérêt de plutôt être sensible à ce diagnostic pour le diagnostiquer précocement, avec une taille petite, sans complications, pour proposer la chirurgie de façon plus efficace. Alors, quand est-ce qu'il faut y penser? Quand on a un jeune d'origine rurale qui vous dit qu'il y a des chiens dans l'entourage. Et puis, il faut y penser devant certaines professions comme les ouvriers agricoles, les travailleurs dans les abattoirs, les dresseurs de chiens, etc. Et puis, ça nous ramène à connaître les facteurs de l'endémicité idatique à la base. Pourquoi le milieu rural? Parce qu'il y a encore l'élevage traditionnel. Parce qu'il y a un réservoir canin très important. Et d'ailleurs, au Maroc, vous savez qu'il y a des fois un déséquilibre qui fait qu'il y a trop de chiens errants, y compris en ville. Donc, on n'a pas une loi qui cadre ça de façon très claire. Il y a la difficulté de gérer les carcasses des ruminants décédés. C'est le problème dans le milieu rural surtout. L'abattage non contrôlé. Et puis, au Maroc et aux pays du Maghreb, c'est le climat tempéré et humide qui favorise le développement de l'infection.
Alors, les éléments d'orientation donc, sont épidémiologiques. Un jeune d'origine rurale, pays d'élevage, pays agricole. Clinique, rien de spécifique, mais ce qui contraste avec la conservation de l'état général est en faveur du pistidatique. Et surtout, radiologique, on a des images assez évocatrices. Cependant, pour confirmer, il faut qu'on mette en évidence les éléments du parasite. Soit que le médecin assiste à l'idatidotisie, soit qu'on va faire des prélèvements, notamment en bronchoscopie sur une pièce opératoire, où on va déjà voir et puis confirmer à l'examen parasitologique, ou encore, de façon indirecte, mettre en évidence les anticorps. Alors, je vais m'arrêter rapidement sur les examens biologiques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a la fameuse intradermo de Casolini qui a été abandonnée, parce qu'il y a un risque de transmission virale, n'aime pas trop piquer, puis elle n'a pas une bonne sensibilité, surtout pas une bonne spécificité. Sinon, on a le test de dégranulation des basophiles qui peut être un bon test, mais qui n'est pas de pratique courante. Et ce qu'on fait en principe, c'est la sérologie. Alors, la sérologie, elle a une bonne spécificité et sensibilité, mais selon la technique, on verra les techniques les mieux, les plus indiquées. Surtout, ces techniques doivent faire appel à des antigènes purifiés pour éviter les faux positifs. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'IFI. Donc, l'immunofluorescence indirecte qui est un examen de base qui peut être assez sensible avec un seuil de positivité à 1 sur 100, mais qui manque quand même de spécificité. On a l'hémagglutination indirecte. C'est quoi cette hémagglutination? C'est on prend les globules rouges du mouton et on y met les antigènes solubles purifiés du kystidatique. Et puis après, on va chercher un seuil de positivité de 1 sur 320. Donc, on cherche bien sûr les anticorps à ces antigènes spécifiques. Le problème, c'est qu'il y a toujours un problème de diagnostic différentiel. Donc, on insiste sur le fait que les antigènes doivent être purifiés. L'ELISA, donc on cherche la formation d'un complexe immun. C'est très spécifique, mais c'est plus coûteux. Et puis, on a... Ah, c'était censé être... c'est une animation. Oui, c'est ça. Toujours est-il, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'immunoélectrophorèse. C'est là où on cherche les arcs de précipitation. Et c'est l'arc 5 qui est évocateur. Et puis, on a une technique, au fait, d'immunoélectrophorèse qui utilise moins de sérum. D'accord? Parce que là, il faut au minimum, on dit 10 cc pour que ce soit très fiable. Et là, on peut avoir recours à 1 cc, donc pour être fiable. Toujours est-il, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va coupler idéalement 2 types de techniques. Une technique quantitative, donc IFI, ELISA, hémagglutination, et puis une technique qualitative, donc c'est l'immunoélectrophorèse, on va rechercher l'arc 5. Après, vous avez la recherche d'IgE spécifique ou encore le Western blot, mais ce ne sont pas des examens validés et qui sont plus étudiés dans l'atteinte hépatique que pulmonaire. Et donc, on peut avoir une sérologie négative, soit qu'il y a peu d'antigènes, soit que le kyste est complètement calcifié en fin de vie. Après la chirurgie, il y a possibilité, après avoir manipulé le kyste, qu'il y ait une recrudescence juste en post-opératoire, sauf que ça va se négativer, mais sur un long délai qui peut atteindre 2 ans. Et voilà. Et puis, la sensibilité des sérologies sont moins bonnes chez l'enfant parce que leur immunité est encore, donc, on va dire, moins développée. Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut surveiller sur le long terme. Et vous allez voir les cas qu'on va voir tout à l'heure. Il y a des cas qui ont été opérés quelques années et qui rechutent. Alors que si on avait fait la surveillance, on aurait pu dépister une rechute ou une récidive. Alors, la sérologie se fera 1 mois, à 6 mois, et puis 1 an, et puis 2 ans. C'est important de recontrôler les patients à 2 ans. Alors, le pronostic est défavorable lorsqu'on avait une sérologie négative et que le patient reste négatif après l'intervention. Il est aussi bon lorsqu'on avait une sérologie avec un taux d'anticorps très faible et qui se négative dans les 2 ans qui suivent, on dit 1 an et demi. Et puis lorsqu'on avait une diminution, mais ça continue à diminuer, d'accord, jusqu'à 2 ans, donc de façon progressive, jusqu'à 2 ans après l'opération. Le pronostic est défavorable lorsque le taux reste élevé à 2 ans, c'est-à-dire qu'on a laissé des éléments parasitaires, lorsqu'on a des fluctuations, d'accord, et puis lorsqu'on a recrudescence après négativation, donc il faut dire que c'est un patient à risque. Alors, comment vit ce kyste? On va prendre l'imagerie parce qu'elle reflète un petit peu ce qui se passe. Donc, on a le kyste sain. C'est un kyste rempli de liquide avec une paroi très fine. C'est ce qui, on dit qu'il est tracé au compas, d'accord? C'est vraiment une image très très bien limitée et qui va prendre le contraste en périphérie.
Après, on a un kyste qui est multiloculaire, d'accord? Donc, on a des éléments parasitaires multiloculaires. Ça, c'est des choses qui sont très évocatrices du diagnostic. Avec une sérologie positive, sincèrement, je pense que le diagnostic est fait. Donc là, en général, la découverte, elle peut être fortuite, même pour des tailles très importantes. Et parfois, c'est la douleur thoracique ou la toux sèche qui amène le patient et un bon état général. Après, bah, écoutez, ça s'est fissuré. Il y a juste un petit peu d'air qui est rentré. Et donc, ça veut dire que il y a un kyste qui est en train de se rompre dans les bronches, mais le plus gros du contenu est encore intrachystique. Mais l'évolution va se faire justement vers l'image en grelot, où on a le contenu, voilà. Là, c'est des éléments parasitaires, peut-être qu'il a éliminé le liquide. C'est pour ça que le niveau n'est pas vraiment, voilà, horizontal. Et souvent, c'est des patients qui feront justement le rejet de liquide salé, limpide, etc. Et qu'il va manquer peut-être des éléments parasitaires qui viendront tout à l'heure. Et tu voudras dire... Juste regarder cet aspect de la membrane ici, cet aspect comme ça, qui est un petit peu flottant. Et ça, c'est un signe assez suggestif. Enfin, il faudra y penser. Cet aspect de membrane flottant à l'intérieur du kyste avec ce croissant d'azur. Voilà, très bien. Alors après, on a cette image avec un piégeage d'air. Donc, ces clartés piégées sont très évocatrices du kyste hydatique. Donc, ça veut dire que voilà, il y a des éléments parasitaires, encore un peu d'air. Et le patient, c'est ouvert en tout cas. Et puis, on arrive aux images hydroaériques. Regardez, la paroi est toujours très, très fine. L'image, elle peut être régulière, comme elle peut l'être un peu moins lorsqu'il y a des membranes flottantes. Voilà. Ici, des fois, quand il y a une réaction granulomateuse, rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, on peut avoir des épaississements de la paroi. D'accord? Donc, ça n'élimine pas le kyste hydatique. Et puis, voilà. Donc là, on peut voir une petite image ici. Il y a quelque chose qui flotte au niveau de la superficie. L'image du double périkyste à ce niveau-là. Et puis, on sent que c'est pas homogène. Quelque chose au bas-fond de la cavité. C'est certainement les éléments parasitaires. Donc voilà. Après, on peut avoir des remaniements plus importants. La rétention sèche de membrane. Donc, cette image serpigineuse. Donc, ce sont, voilà, en pelote comme ça, au fond de la cavité. Et puis, Mounia va nous montrer ce cas. C'est juste pour illustrer encore plus ce que tu viens de dire. Un patient de 39 ans, on voit bien ici que, alors sur les différentes coupes, là, on voit le kyste avec une paroi qui est légèrement épaissie de ce côté-là, mais qui est bien circonscrite. Et on voit bien ici le matériel. En fait, ce patient, il a vidé tout le liquide et il a fait une rétention de membrane. Une rétention de membrane. Et en général, si on avait échangé avec nous, on dirait que celui-là, il faut l'opérer de toute façon, il ne pourra pas le guérir de manière spontanée. Ou bien il évacue le tout, et à ce moment-là, on a des kystes hydatiques qui vont être guéris spontanément par radio de contrôle, le scanner de contrôle, on ne voit rien du tout. Par contre, celui-là, il a la rétention de membrane. Mais c'est des autres voilà, images. C'est des images. Voilà. On va les voir, je pense, mieux sur les cas cliniques, si tu es d'accord. Ça, c'est l'aspect pseudo-tumoral. Voilà. On verra tout à l'heure un bel exemple. Ça, c'est un kyste, voilà, qui s'est rétracté, vidé. C'est une sorte de guérison, mais qui peut être source de complications. On a vu tout à l'heure les greffes aspergillaires, un bon domicile, hémoptisé, effectivement. On peut avoir une hydatidose avec des kystes d'âge différents. Voilà, il y en a qui sont, voilà, tout pleins, d'autres rompus, vidés. Voilà, donc des nodules. La rupture dans la pierre, donc ce sont des cas du service, ce sont des cas de la vie réelle. Voilà, ça c'est une pleurésie. Alors la particularité de la pleurésie, c'est quand on fonctionne par méga. C'est-à-dire qu'on ne savait pas qu'il y avait un antécédent d'épistatique pulmonaire. Ça nous arrive, je dirais pas assez souvent, mais des patients qui avaient une histoire de kyste sciatique qui ne vous rapportent pas les documents ou alors qui étaient méconnus. Et puis, quand vous ponctionnez, vous avez ça bouche, ça se bloque, et puis ça passe, et puis vous augmentez l'aspiration, ça vient, parce qu'il y a des éléments hydatiques, donc des membranes qui vont boucher un petit peu, voilà, la cavité. Et donc, vous avez tout ça sur cet article qui a été écrit par Wilhelm. J'arrive pas à voir l'année. C'est en 2012. Alors, vous avez toutes ces anomalies sémiologiques radiocliniques du kyste hydatique et pulmonaire, parce que ça n'a pas trop changé entre 2012 et actuellement. Donc, on va commencer par les cas cliniques, si vous voulez bien. C'est le premier, c'est le sien. Oui, alors c'est une jeune de 20 ans, une étudiante à la faculté, qui est originaire de la région rurale de Zadora, qui dit qu'il y avait pratiquement des chiens dans l'entourage à proximité de leur domicile. Donc, depuis 1 an, elle a une douleur thoracique sous-scapulaire gauche et une douleur de l'hypocondre droit, et qu'elle a fait des hémoptysies de faible abondance, kystaricées puis récidivées. Ça ne l'avait pas beaucoup inquiété, mais que maintenant, ils se sont un peu fatigués, un fléchissement de l'état général.
Alors, à l'examen, il n'y avait pas quelque chose qui inquiétait. Elle était stable, relativement bon état général, mais on avait noté qu'il y avait une pâleur quand même. Et puis, l'examen, il y avait juste une submatité basale gauche. Et voilà, une douleur à la palpation de l'hypocondre droit. Il ne faut pas trop forcer, justement. Alors, la radio, elle a montré voilà, des images. Voilà. Des petites images arrondies, paracardiaques, rétrocardiaques. Vous en pensez quoi là? On a bien une opacité, vous êtes d'accord avec moi? Hein, et puis ici, en paracardiaque, je ne sais pas ce qui se passe. On voit bien le bord gauche du cœur et il y a des choses qui se passent. En effet, je pense que j'ai d'autres radio. Oui, juste une radio, parce qu'en fait, maintenant, avec cette radio, le diagnostic est plus probable. Parce que quand vous voyez ça, ben vous dites c'est peut-être la même chose ici et là, d'accord? Et qu'est-ce qui peut donner cette atteinte du poumon et du foie chez une jeune de 20 ans d'origine rurale et tout? On va penser quand même, entre autres, au petit aide. Donc, on revient sur l'interrogatoire. Donc, c'est bien d'être un bon clinicien. Et donc, s'il te plaît, juste une deuxième fois, parce que ça a une diapo. Eh bien, la patiente, elle nous dit qu'elle a émis une vomique-hydatique. On l'a prise en photo parce qu'elle a refait une vomique-hydatique durant l'hospitalisation. C'est très, très typique. Quand vous les voyez une fois, vous les retenez. Donc, c'est déjà un élément de confirmation parce que le médecin les a vus. Donc, le scanner, très parlant. L'image en compas, comme on a dit tout à l'heure. Donc, on se doutait que c'était un rétrocardiaque. Donc, on voyait bien le bord gauche du cœur. Donc, un contenu purement lipidien, une prise de contraste. Il y avait aussi une image contralatérale. Et puis, bien sûr, sur le foie également. D'accord? Alors, juste une petite parenthèse, la classification de Garbi du foie n'est pas applicable au poumon, d'où la publication qu'on a fait, c'était les images que je vous ai montrées. On a refait la vie du kyste, si vous voulez, pour essayer de proposer une classification. Donc, l'image, elle est très, très parlante. Donc, votre diagnostic est déjà fait à la clinique, donc renforcé par l'imagerie. Voilà, il y a les limites sont nettes, il n'y a pas de plage de verre dépoli qui serait dû en rapport avec un saignement, pas de signe de surinfection. Alors, elle saigne, en plus elle était pâle, donc on a fait le groupage, elle était quand même un négatif. C'est pas facile d'en trouver, hein. Alors, elle avait une petite anémie, c'est vous dire que le digestif peut donner une anémie chronique. Il n'y avait pas d'éosinophilie, je vous ai un coup d'œil sur les éosinophiles, parce que rappelez-vous, on parle de réaction antigène-anticorps, des fois vous avez une réaction IgE, qui peut carrément donner des formes graves à toute l'anaphylaxie. On a fait une bronchoscopie, on a trouvé des membranes blanchâtres, ça veut dire qu'un des kystes est quand même fissuré, qu'il a émis des éléments dans les bronches. Et puis on a fait une recherche des germes et puis du scolex qui était négatif. Il est rarement positif, il est souvent négatif. Et puis dans le sang, la sérologie hydatique est venue confirmer notre doute. L'échographie abdominale trouvait un kyste hépatique, voilà, c'est un joli 1 aussi. On a vu qu'il y avait 2 localisations, on a complété quand même par une échocœur. Et le scanner cérébral, on dirait un mot, est-ce que ce sont des examens systématiques ou pas? Il faut toujours poser la question. Et donc, au final, il y avait 3 kystes pulmonaires, dont un interrompu dans les bronches et 2 kystes hépatiques. On avait une double localisation. Il fallait régler ça. Alors, ici, on a une atteinte pulmonaire bilatérale, une atteinte hépatique droite. Donc, qu'est-ce qu'il faut opérer en premier? On peut poser cette question. Oui. Vous irez sur le poumon, sur le foie d'abord. Sur le poumon, sur le foie, sur le poumon. Vous êtes bien d'accord? Le poumon, en général, on commence par le poumon, effectivement. En général, il faut. Les complications du kyste hydatique pulmonaire, c'est quand même vomite hydatique, hémoptysie, etc. Donc, effectivement, les chemins préfèrent commencer. Les chemins thoraciques préfèrent commencer. Donc, alors, vu que c'était ouvert, donc on a quand même démarré un traitement médical, puis qu'il y avait une double localisation. Et puis, elle a été opérée effectivement. Donc, on a enlevé les formations kystiques. Ils ont fait comme une wedge résection sous VATS. Donc, on n'ouvre plus le thorax. Donc, on fait des thoracoscopies élargies. Donc, voilà, cette petite ouverture de 3-4 cm. Et comme c'est ça. En général, ils essaient de rester, ils essaient. Mais bon, des fois, ils finissent par ouvrir quand il le faut, hein. Ils avertissent le patient de cela. Donc, la suivante, voilà, ils ont pu, faire des petites résections, des agrafes, donc ils n'ont pas besoin de suturer, ça c'est pas un développé la chirurgie classique. Et puis, ils ont enlevé, la résection wedge avec les kystes dans son sein que voici.
Et bien sûr, ça a C'est été énorme membrane. confirmé. Quand on la voit la première fois, on ne dit pas, elle est très très blanche. Elle peut être assez épaisse, hein, pour en avoir vu certaines. Ou vraiment, elle peut être très très fine au départ, et puis elle peut vraiment s'épaissir, mais vraiment très très épaisse. C'est ce qui fait qu'il y a de la rétention de membrane, et c'est ce qui fait qu'on va voir après construire un certain nombre d'éléments. L'évolution, bon, elle était bien. La ligature, c'était là. On veut dire un mot sur la durée du traitement. Alors, c'est la grande question du traitement médical. Peut-être qu'on va en parler après. Est-ce qu'il faut donner un traitement médical ou pas? Chez cette patiente-là, elle a été opérée du foie et du poumon. Quelle est l'efficacité du traitement médical chez ces patients? Là aussi, c'est un grand point d'interrogation. Maintenant, sachez qu'il est disponible, il est donné gratuitement il est donné gratuitement, centre d'épidémiologie au niveau du ministère, au niveau des... Donc, il est vraiment donné gratuitement. Il faut vraiment adresser les patients pour qu'ils le prennent gratuitement. Alors, pour l'idatidose, au fait, c'est une dissémination le plus souvent par voie hématogène. Donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on a le filtre hépatique, le filtre pulmonaire, mais après, on peut avoir, donc déjà dans le poumon, chaque fois qu'il y aura dissémination, c'est comme des emboles, donc des kystes de différents âges. Et à partir du poumon, on peut chanter vers la circulation gauche, et puis après, on va avoir toutes les localisations possibles. Mais sachez aussi qu'il y a la voie lymphatique qui est possible et qui est extrêmement rare. Alors, par contre, on peut avoir une datidose secondaire, soit par voie hématogène, soit par voie bronchogénique. Et vous avez le kyste qui va infester, voilà, donc de proche en proche. Et donc, on peut avoir des kystes souvent d'âge plutôt rapproché, parce que c'est pas le même circuit. Et puis, donc, ça peut nous donner une atteinte multiple, voilà, bilatérale, diffuse, symétrique. Voilà. Donc ça, c'était un cas, on va dire, l'aspect scanographie, l'aspect radiologique. La présentation radioclinique était assez suggestive du PCDET. On va voir une deuxième observation, c'est un patient de 35 ans, tabagique chronique. Alors, il vient déjà avec une chirurgie à l'âge de 23 ans, c'est-à-dire un peu plus de 12 ans, par contre. Pour un kyste tubulaire. Il vient pour des hémoptysies, douleur thoracique apicale droite et un cosis et l'ophtalmie de l'œil droit. Et vous avez ici son image. Vous en pensez quoi? Oui, exact. Alors là, regardez, on a effectivement cette lésion qui est de densité, qui a l'air d'être de densité tissulaire. On voit bien sur la prise de contraste, une espèce de prise de contraste ici. Elle est apicale, elle est très très haute. Et on va voir qu'elle va infiltrer un certain nombre d'éléments vasculaires et d'éléments neurologiques. Et clairement, vous avez totalement raison de dire que moi, c'est la crainte chez ce patient, 35 ans, certes, bon état général, certes, mais c'est le processus tumoral. Un examen qui est très pertinent, qui est très très intéressant chez ce patient serait la sérologie négative. Quel est l'examen qui serait pertinent pour vous, que vous allez demander? Admettons que la sérologie est positive. Est-ce qu'elle est suffisante pour te dire que, finalement, c'est pas une tumeur, c'est un kyste hydatique? Est-ce qu'elle serait suffisante? Kyste hydatique du foie, il y a quelques années, on peut avoir une sérologie hydatique. Demandez une bronchoscopie d'abord. La localisation, la sérologie. Une bronchoscopie en premier. Une bronchoscopie faite normale, c'est très très haut, c'est au niveau de l'apex. Une biopsie scano-guidée. Une biopsie scano-guidée. Est-ce que vous mettrez des aiguilles dedans, messieurs les radiologues? Ils ne veulent pas, ils ne sont pas d'accord. Vous voulez qu'on vous demande? C'est une IRM. Alors l'IRM aussi est hyper intéressante dans ces cas litigieux parce qu'elle va vous montrer ces contenus, cet aspect liquidien. Il ne faut pas oublier qu'un kyste hydatique qui est remanié, qui est rompu, eh ben, c'est très très difficile pour le radiologue sur le scanner de se prononcer et de dire je suis sûr c'est le KH, je suis sûr que c'est la tumeur. Ben, regardez-moi ces images en IRM, elles sont assez suggestives. Alors je parle sous le contrôle des radiologues sur mon IRM, je suis hyper mieux, mais en tout cas, hypoatténuation en T1, hyper en T2, c'est ce qu'on va te dire. Mais en tout cas, clairement, c'est le contraire, c'est bon. Ça va, c'est bon. Mais bon, je n'ai pas dit de bêtises. Mais en tout cas, on a pu mettre en évidence l'origine hydatique de cette lésion. Pourquoi le patient fait des douleurs neurologiques qui comprimaient effectivement le nerf axillaire. Et donc, on a une très très belle publication de l'équipe de radiologie sous la houlette de Badr al-Alemi. Vous connaissez très très bien. Un autre cas, qui me ressemble un petit peu. Et là, il est tout récent celui-là. 62 ans de risque, sans comorbidité, sans habitude toxique. Hémoptysie de faible abondance depuis un peu plus d'une année.
et une certaine conservation de l'état général. J'ai pas trouvé la radiographie thoracique, je suis désolée, mais en tout cas, regardons le scanner. Vous me dites, hein. Il y a quelque chose au niveau du lobe supérieur? Oui. D'accord. Il y a même un autre petit kyste. Je sais pas si vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Bien. Coupe médiastinale. Non injectée. On retrouve la lésion du lobe supérieur gauche. Bon, elle est hétérogène. Et puis on a le kyste calcifié au niveau du foie, que vous avez très bien vu. Il y a une place ici, s'il vous plaît. Voilà. Et puis on trouve le kyste comme je vous l'ai dit, du foie, totalement calcifié. Scanner injecté. Vous en pensez quoi là? Kyste c'est liquéfié à l'intérieur, hein, c'est quand même pas mal liquéfié. On a un kyste au niveau du foie, c'est un patient de 35 ans, pas d'habitude toxique, en bon état général, et il est symptomatique depuis 1 an. C'est pas une symptomatologie de 2, 3, 4 mois. Vous dites quoi? Suspicion de kyste Oui, l'association. on a dit suspicion de kyste. On a dit suspicion de kyste et on était fatigué, la RCP, on se dit l'exclusion conspiratique, lésion kystique du pulmon, avec une condensation en regard, avec un KH calcifié au niveau du foie, endoscopie normale, bilan normal, recherche de l'autre localisation, il n'y en a pas, et puis on dit au chirurgien, vas-y, tu le fais tranquille. J'en ai entendu ce jour-là. Aspect suspect opératoire, extemporané cellule tumorale, en extempo, curage ganglionnaire fait. En fait, je suis toujours en attente de l'immunohistochimie. C'est une prolifération tumorale totalement indifférenciée, beaucoup de nécrose. C'est ce qui donnait cet aspect un peu liquéfié de la lésion, avec, dont les anapathes sont encore en train de chercher sarcome ou carcinome indifférencié. Et donc, faites attention. On a 2 présentations, deux histoires qui se ressemblent beaucoup. Sujet jeune, bon état général, pas vraiment d'altération d'état général. Les images, réellement, ils se ressemblent. Moi, j'aurais dit plus tumeur sur le premier que sur le deuxième. Réellement, faites attention. Et n'hésitez pas, là, je voudrais quand même souligner ici l'apport de l'IRM sur ces cas-là. Tu n'es pas d'accord? Non. Dis-moi. Je reviens sur les scans. Les scans sont ni faits ni à faire. Je te jure que je communiquerai cette information. Non, bien sûr, mais c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que, encore une fois, quand on parle des examens, vous avez vu tout l'aspect technique, toute l'énergie qu'on met les uns et les autres pour que les examens soient techniquement bien faits, pour que l'interprétation des examens soit faite. Et c'est ça le vrai problème. Le malade respire, n'importe comment, le produit de contraste n'est pas en quantité suffisante, le temps de classification n'est pas le bon, et il y a plein d'éléments qui vont donner une interprétation sur un document d'interprétation qui n'est pas... Vous voulez regarder l'identité de quelqu'un, mais sinon sur une carte d'identité qui est floue, qui est déchirée et tout. Ce n'est pas possible. Et après, on multiplie les examens dans une population pauvre, parce que par définition, la maladie est une maladie du pauvre, pour lui faire encore une IRM qui coûte les yeux de la tête et le ruiner davantage. On a déjà. Donc c'est ça, c'est l'élément clé du raisonnement. Et encore une fois, c'est pas en se substituant aux radiologues qu'on va faire le problème, c'est qu'on les incitant à être avec les cliniciens que le travail va être bien fait. Je suis d'accord avec toi maintenant. Je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, je reste dans ma place de pneumologue et je suis sur une discussion entre pneumo, radio et chirurgien. Mais juste pour dire qu'il y a des formes pseudo-tumorales du kyste et qu'il faut faire attention à ces formes pseudo-tumorales du kyste. Après, il n'y a pas une perte de chance, peut-être sur le curage ganglionnaire, mais la lobectomie supérieure et le au contraire, moi je trouve qu'il a eu de la chance finalement, ce patient-là, parce qu'il a eu une lésion encore heureux. Maintenant, je pense que la réflexion aurait été différente si on avait trouvé quelque chose ailleurs en réalisant le bilan d'extension ou si on avait trouvé un curage positif. Bon, il a le curage ganglionnaire est revenu négatif chez ce patient, mais clairement, si on avait un N2 chez lui, quand même, la pilule aurait été difficile à avaler. Et juste, tout à l'heure j'ai entendu, mais j'ai pas entendu l'information, je l'ai peut-être pas retenue. L'imagerie cérébrale, elle est systématique ou pas chez vous? Alors, quand on c'est dans le systématique. kyste Moi non plus, dans j'ai pas cette suspicion de cancer, dans le kyste Dans le kyste, non. On discutera tout à l'heure. Ah d'accord, c'est ça, je n'ai pas dit la discussion, c'était pour après. Non, j'ai laissé la question ouverte. Ok, d'accord. On va voir une autre observation. Ça, c'est une dame de 72 ans. C'est un homme de 62 ans.
Diabétique type 2. Alors, c'est classiquement ce type de patient qu'on voit souvent aux urgences. Il va venir avec des douleurs thoraciques, une poussée, j'ai une dyspnée. Vous allez l'examiner, vous allez trouver un syndrome d'épanchement liquidaire. Bien. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Alors là, c'est clair. On met l'aiguille. On met l'aiguille, on fonctionne, l'épanchement est de grande abondance, il y a même un petit refoulement au niveau de la trachée. Bien, on n'a pas vraiment de problème par rapport à ça. Mais l'interne qui a fait plutôt là, le résident, qu'il a vu, il lui demande son bilan de crasse, NFS, et puis il le voit à la salle de geste, il regarde le bilan 2 secondes, après il voit les plaquettes, il ne voit pas autre chose, et il voit le TP, il est correct, là il me met l'aiguille, tant mieux. Ah, il n'a pas fait attention à l'éosinophile sanguine, et puis dans la ponction pleurale, on trouve beaucoup d'éosinophiles, 63% d'éosinophiles, 27% de lymphocytes, de PNL et 10% de lymphocytes. Donc, alors on lui dit non, le laboratoire il n'est pas bon, on recontrôle, on refonctionne. Je vous la raconte exactement comme ça a été vécu. Je vous mens pas. On recontrôle, pleurésie et eosinophile. Alors, il faut savoir que comment on va définir la pleurésie éosinophile, c'est lorsqu'on a plus de 10% des éosinophiles dans le liquide pleural. C'est une pleurésie éosinophile. C'est quand même assez rare, à peu près 7% des épanchements pleuraux. C'est le plus souvent, elles sont d'origine maligne. N'oubliez pas, la pleurésie éosinophile, on les voit dans l'origine maligne. Après, bien après, l'infectieuse, plus rarement le post-traumatique, et puis, dans 14% des cas, on ne sait pas pourquoi, il y a la pleurésie à eosinophile. Alors, devant cette pleurésie à eosinophile, oui, les EP également. Alors, au service, qu'est-ce qu'on fait? On va lui faire une échographie à ce patient. Et regardez ici sur l'échographie. Alors, on va trouver cet aspect-là avec en fait plusieurs multiples formations à un intrapleural. D'accord? Alors, clairement, on peut retrouver cet aspect aussi lorsqu'on a une pleurésie sérofibrineuse vieillie. On peut trouver ces espèces de membranes comme ça à l'intérieur à l'échographie. Mais ici, on voyait, alors je vous ai mis juste une seule coupe, mais on avait beaucoup de lésions comme ça, un petit peu kystiques. Et puis, on descend un petit peu et on fait une échographie au niveau du foie et on retrouve ce fameux aspect de serpent de saille. On voit bien ici la membrane du kystidatique, ici la membrane kystidatique hépatique. Scanner. Voilà son scanner. On a 2 grosses lésions hépatiques, 2 gros kystes. On voit bien ici la membrane. On la voit très bien. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vous ai mis une toute petite flèche ici. En fait, il y a même un défect diaphragmatique entre le kystidatique du dôme hépatique et l'épanchement et la cavité pleurale. Donc, ce patient, il a été opéré. Alors, à l'ouverture de la cavité pleurale, il trouve beaucoup de kystes fiches. Je vais vous montrer une photo après. Dans la cavité pleurale, donc, il y a une évacuation au lavage de la cavité, décortication pleurale parce que le poumon, il était totalement trappé, totalement collabé. Donc, le chirurgien a dû décortiquer la pleure, et ça se fait pas en vibrochirurgie. Décortication pleurale pour libérer le poumon trappé, réexpansion. Et puis, dans le même geste, alors les chirurgiens font une phrénotomie, ils ouvrent le diaphragme pour opérer en même temps les 2 kystes au niveau du foie. Ils ont exploré, il n'y avait pas de fistule biliaire. Et ce patient-là, on lui a donné un traitement par l'albendazole. Je ne sais pas si on va en parler des indications par la suite. Ceci est sa radio post-opératoire. Donc sachez là aussi, faites attention, pleurésie comme ça, elle peut cacher un kystidatique. Là aussi, ça a fait sujet d'une publication assez récente en 2023 de l'équipe. Et là, juste pour vous montrer, parce que je n'avais pas la radio de la même patiente, mais c'est une patiente qui ressemble un petit peu à la même chose, admise carrément en détresse respiratoire. Regardez ici le refoulement du médiastin, l'épanchement de grande abondance. Et quand le chirurgien il a ouvert, regardez, en fait, il s'était parti pour une thoracoscopie au départ, mais quand ils ont vu que c'était pas possible, ils ont quand même ouvert. Regardez ici tous ces vésicules filles à l'intérieur de la cavité pleurale. Donc, en fait, la rupture intrathoracique, c'est souvent le kystidatique du foie. Souvent, en fait, le kystidatique du foie, il va plutôt aller se rompre au niveau des bronches. Et plus rarement au niveau de la cavité pleurale. Et c'est surtout le kystidatique au niveau du dôme hépatique. Ce qui va se passer, il va y avoir une compression du kyste qui est volumineux en général. Ça va entraîner des petits phénomènes d'ischémie au niveau du muscle diaphragmatique et donc une érosion musculaire. Le tableau clinique, radioclinique est pas différent de celui d'une pleurésie
point d'une pleurésie. Et là, tout l'intérêt est d'utiliser cet outil qui est l'échographie thoracique, qui va nous permettre de voir le kyste hydatique du foie, et à ce moment-là, il faut faire gaffe. Et puis, parfois, retrouver un petit peu ces aspects un petit peu particuliers des kystes hydatiques, avec cette espèce de kyste, de vésicule fine à l'intérieur de la cavité pleurale. Alors, je ne vais pas revenir sur cette fameuse classification, mais un vous en a parlé. C'est une classification qui est faite pour les kystes hydatiques du foie, qui n'est pas du tout adaptée à celle du poumon, donc il n'y en a pas, en fait, pour le kyste hydatique du poumon. Le scanner est très intéressant et cependant, bon, l'IRM là aussi, lorsqu'on a un doute diagnostique sur le scanner, pas toujours facile. Et ici, sur cette plaque, il y a les différents aspects entre l'échographie, l'IRM et le scanner en fonction des différents stades du kyste hydatique. Alors, on voit très bien ici un kyste hydatique simple, non remanié. Eh ben, on va le voir tout en espèce de cette poche blanche à l'IRM. À l'échographie, vous le voyez en haut. Et puis, quand on a des vésicules, eh ben, on voit vraiment la traduction des différents stades du kyste hydatique. Là aussi, c'est pour la classification au niveau. Donc, deux messages. Faites gaffe, là, ça peut être des pièges diagnostiques concernant les formes pseudo-tumorales du kyste hydatique et les épanchements pleuraux, hein, ça peut cacher quelque chose. Le prochain. Alors, juste pour la fonction pleurale, retenez ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand vous étiez bouché, dites-vous que vous avez peut-être fonctionné un kyste. Maintenant, c'est pas grave, parce que s'il est dans la plèvre, c'est que déjà, déjà l'aspect odroche, l'aspect de liquide peut nous orienter. Maintenant, c'était joncicrin. C'était joncicrin. C'est-à-dire que c'est en fonction de quand il a rompu le kyste et quand toi, tu vas faire ta ponction. Si il vient de rompre, tu fais ta ponction, clair, tu vas trouver odroche. Mais à chaque fois que tu as quelque chose dans la cavité pleurale, tu vas avoir des phénomènes inflammatoires et tu vas avoir un recrutement de cellules inflammatoires. D'ailleurs, il y avait des PNN sur le liquide pleural aussi. Et donc, tu vas perdre cet aspect odroche limpide. Tu vas le perdre. Yes. Alors, ce cas, c'est une patiente de 41 ans de la région rurale de Luminette qui dit qu'il y a des chiens dans l'entourage, avec un antécédent de tuberculose pulmonaire traité il y a 10 ans, avec une bonne évolution, sans comorbidité associée. Alors, elle dit que depuis 3 mois, elle a un syndrome bronchique purulent qui ne se tarit pas malgré les traitements antibiotiques qu'elle prend. Elle a fait 3 épisodes d'hémolyse de faible abondance et elle était dyspnéique cette fois-ci, un peu plus que les cas de tout à l'heure. Donc, c'était une dyspnée qui nous avait quand même un petit peu inquiétés, avec un fléchissement de l'état général. Donc, remarquez que quand on calcule sur la décomplication, on va avoir un fléchissement de l'état général, ce qui n'écarte en rien le diagnostic officiel. Donc, c'est une patiente qui rapporte également un affaiblissement sans fièvre ni sueur. La patiente était relativement dans l'état général, on avait cette pâleur. Donc, remarquez quand il y a ce saignement minime mais répété, ça peut mener à d'authentiques anémies comme le cas qu'on a vu tout à l'heure. Sans signe donc inquiétant sur les constantes vitales, avec à l'examen, une matite avec diminution du murmure vésiculaire en base thoracique gauche, à l'examen cardiovasculaire qui était normal. Et puis, l'examen ostéo-articulaire, rien, elle avait une petite scoliose dorsale à convexité gauche, notable à l'examen. Et l'examen neurologique était également normal, et ainsi que le reste de l'examen sommaire. Donc, on fait une radio. Qu'est-ce que vous voyez en fait? Pleurésie. Il y a quelque chose. Si, ouais, peut-être. Mais sinon, il y a quelque chose. Réaction pleurale. Les séquelles de sa tuberculose. En tout cas, et même à l'examen, il y a une matité avec une sorte du murmure à gauche. Donc, bon, il y a la réaction pleurale, certes. Maintenant, est-ce qu'il n'y a que ça? On ne sait pas. Donc, on a complété par un scanner thoracique. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Il y a un petit agrandissement. Donc, qu'est-ce qu'on y voit? Ben, écoutez, il y a cette, on va dire, double composante. Une composante kystique. Et puis, on a une composante un peu remaniée, avec beaucoup tissulaire. Voilà, donc on n'arrive pas vraiment à identifier. Vous pensez quoi à ce moment-là? Est-ce qu'il y a autre chose? Envahissement vertébral, non? Voilà. C'est une patiente qui avait une déformation. Donc, on n'avait pas vraiment trouvé de douleur à la pression, mais elle imputait ça à une mauvaise posture, etc. Et finalement, il y a aussi une atteinte vertébrale, d'accord, et qui est contiguë à la lésion kystique. Elle n'avait pas de signe neurologique parce que rétrospectivement, on a repris l'interrogatoire, mais elle ne tarderait pas parce que vous voyez, hein, c'est en train vraiment d'éroder le corps vertébral et peut toucher la moelle. Donc là, c'est donc on voit mieux l'image, d'accord. Voilà. Avec une petite réaction pleurale sur les. Bon, ça.
Bien, alors, on a vu, donc, vu l'atteinte vertébrale, on a complété par l'IRM. Et là, on a confirmé, on a fait le bilan lésionnaire, donc plusieurs vertèbres étaient atteintes, et 2 vertèbres. Voilà. Mais là, le diagnostic a évoqué avant, c'était quoi? Ben justement, je posais la question, mais j'ai enchaîné. Parce qu'ils n'ont pas répondu. Sur la radio, c'était pas très évocateur. Et sur le Sur scanner composante pleurale. On aurait pu repérer, fonctionner, mais c'était minime, non fonctionnel. D'accord. Après, sur le scanner, vous en pensez quoi? De la lésion, Pathologie on va dire tumorale. kystique ou kystisée, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, qui envahit la vertèbre par contiguïté. Pathologie tumorale en premier lieu. Donc, on va craindre la malignité, d'accord? Surtout pour la lésion externe. Maintenant, l'autre, elle est kystique, kystisée. Donc, on pourra jamais répondre à cette question, d'accord? Mais on voit que c'est quelque chose d'agressif. Donc, regardez, quand on dit que c'est une maladie bénigne, ben, des fois, ça devient un peu sérieux. Alors, À ce moment-là, vous aurez fait quoi? Pardon. Alors, Parce que là, en général, quand on a quand on évoque une pathologie tumorale dans notre pratique de tous les jours comme ça, quel est le premier réflexe que vous faites? Vous vous demandez une on scanner fait idée, une vous êtes bien confirmation d'accord. histologique. En fait, c'est ça l'idée. Oui. Donc, logiquement, les pneumologues, ils font la bronchoscopie et compléteraient, vu que c'est pas résécable, par une transpariétale. C'est cela. D'accord? Mais Alors, oui. pardon, on est souvent aidé par l'interprétation des radiologues, donc notre décision. Les radiologues n'ont Prends pas évoqué compte. le kystidatique à ce moment-là. D'accord? On était sur une masse tumorale avec une composante kystique et envahissement de la vertèbre. Pardon. Oui. D'accord? Avec une petite réaction pleurale. Ok? Donc, on est resté sur ça. Heureusement. La sérologie a été faite. À ce moment-là, quand on reçoit le patient avec une radio, un scanner. À ce Mais moment-là, on l'a encore rien fait. Mais on le même si fera, la bien sûr. sérologie est positive chez cette personne, c'est pas suffisant pour dire que c'est un kystidatique. Même si tu as une sérologie positive, du moins dans notre contexte, dans notre pays. Même si tu as une sérologie positive. C'est une localisation qui est assez évocatrice du kystidatique. Quand on regarde bien, on voit. C'est liquidien, c'est bien limité. Mais est-ce que c'est le premier diagnostic? Est-ce que c'est le premier diagnostic où on est à l'aise en évoquant le kystidatique? C'est ça l'idée, en fait. C'est ça la question. Une IRM, normalement, c'est le Logiquement, devant cet aspect, tout à fait. On irait peut-être sur la formation tissulaire. Vous êtes d'accord ou comme ça, si la sérologie idatique est positive? Ça peut être un kystatique du foie, par exemple. Non, moi, c'est-à-dire dans le cas de la simplicité, par exemple, tout à l'heure, vous aviez montré un épanchement en échographie qui est très cloisonné alors qu'il me paraît homogène au scan. Là, c'est proche de la paroi. Moi, je pose un coup de sonde sur la poche, comme ça, et si j'ai à l'intérieur toutes ces membranes, etc., j'ai déjà un élément d'orientation en disant attention, c'est plutôt quelque chose de liquidien. Ce qui attire l'attention, c'est liquidien et ça aérode l'os. Quelle est la structure tumorale qui est liquidienne qui aérode l'os? Tout à fait. Moi, j'en connais pas, à part les infections. Tout à fait. C'est un peu ça le raisonnement. Il faut que ça soit solide pour que ça aérode l'os pour penser à la tumeur. Donc, logiquement, c'est dit qu'il y a un kyste, comme on le voit, qui évoque un kyste sciatique, un kyste remanié à côté, qui a pris cette texture un peu tissulaire. Donc, au fait, rassurez-vous, on n'a pas fait la transpariétale. Heureusement qu'on fait la bronchoscopie comme examen systématique quand on suspecte le cancer bronchique. Même s'il est distal, on dit que la broncho, elle est systématique. D'accord? Ben, c'est ce qu'on a fait. Bien sûr, on a fait aussi le bilan biologique. Alors, je vais y aller. Donc, après, il y a une image. Après, il y a une image particulière qui est assez évocatrice du kystatique pulmonaire, ce sont les plaques piégées. Quand vous avez une image comme ça, vous pouvez aussi penser au kystidatique. Toujours est-il, c'était un diagnostic que nous avons fait. Et donc, on a complété le bilan. En fait, durant le CMD, ça fait un épisode de bruit kystatique. Parce que bon, ce que je vous raconte là, elle est venue avec son scanner. Nous, c'est comme ça qu'on reçoit les patients. Ils ont erré quelque part, ils viennent avec une radio, un scanner. Et c'est après que, voilà, notre bilan commence. La patiente a émis un liquide limpide et salé. On s'est dit, une lésion kystidatique, et tant mieux pour elle d'ailleurs si c'est le cas. Cependant, elle nous a dit qu'elle avait des petits pourrissements dans le membre intérieur, et là, ça commence à nous inquiéter. Alors, toujours est-il, on a mis en condition la patiente, parce qu'elle faisait des hémoptysies, et comme elle avait un syndrome bronchique, on l'a mise quand même sous traitement antibiotique. Voilà, donc, et on a fait la sérologie idatique qui était positive. Donc, le diagnostic, on se rapproche encore du kystidatique.
Alors ensuite, comme elle était dyspnéique, donc devant une dyspnée, on fait radio ECG. Après, les cardiologues nous ont dit de faire une échocœur. On a découvert malheureusement chez cette patiente les cardiopathie kinétique avec une fraction d'éjection assez limite, mais ils nous ont dit qu'on pouvait faire la bronchoscopie parce que la finalité, c'est qu'on voulait faire la bronchoscopie. Et puis on fait la bronchoscopie. Qu'est-ce qu'on trouve? Des membranes blanchâtres qui obstruent la membrane inférieure gauche. On a fait les aspirations pour éliminer tout ce qui est germe banal, tuberculose auto-hélice, c'était négatif. Et là, par contre, la recherche de Scolex était positive, elle a beaucoup de temps. Elle est rarement positive, mais quand elle l'est, elle a beaucoup de mal. Donc, on a mis en évidence, donc soit tout à l'heure dans le petit rappel théorique, on met en évidence des éléments parasitaires, soit vu par le médecin en macroscopie, donc l'identidoptisie, soit en mettant en évidence des éléments donc au microscope, à savoir les Scolex. Donc, on est en train de confirmer l'étiologie. Alors, on a complété par l'IRM parce que bon, la patiente commence à faire des signes neurologiques. Donc, on voit un petit peu. Moi aussi, je suis nulle en IRM, donc. Petite formation statistique. Oui, non, ça y est, sur le diagnostic, c'est bon. Donc, on a voilà, une lésion d'allure liquidienne. C'est ce qu'il y avait sur le compte rendu et qu'on voit également. Donc, avec une destruction des. Je suis un peu proche, donc de 2 vertèbres adjacentes. Voilà. C'est ce qu'on voit d'ailleurs au scanner, sauf que là, l'envahissement était un peu plus profond. Alors, l'IRM, justement, elle montre les structures lipidiennes qui sont même rentrées dans le canal rachidien. Tout ça. Tout ce qui est blanc, là, complètement là où il y a le truc rouge. Là, bah oui, d'ailleurs, elle avait des ça ressemble à signes l'église neurologiques. spinale, ce qui explique les signes neurologiques. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, cette patiente, voilà. Pardon. Alors, on a fait une échographie, juste une psoriasie minime non fonctionnable. On a fait l'écho abdominale, il n'y avait pas d'atteinte hépatique parce qu'on la cherche systématiquement. Et puis, on a fait un scanner cérébral, on en parlera tout à l'heure. Il n'y avait pas d'atteinte hépatique, idiotique cérébrale. Donc, au total, il y avait des kystes pulmonaires, dont un était remanié. Il y avait un kyste sciatique paravertébral avec des osseuses et puis envahissement dans l'évolution de la moelle et une pleurésie réactionnaire. Alors, cette patiente, au fait, on l'a mise sous traitement. On laissera cette question ouverte jusqu'à tout à l'heure. Et elle s'est fait opérer, au fait, d'abord par les chirurgiens thoraciques donc, qui ont pris en charge l'atteinte thoracique. Et puis après, vu que ça a évolué avec l'apparition des signes neurologiques, donc vraiment dans un laps de temps très réduit, la patiente a été prise en charge par les neurochirurgiens. Et ils ont eu l'amabilité de nous donner donc l'image. Donc, ils ont enlevé les kystes idatiques. Donc, on a le vertébral et on a le pulmonaire. Donc, au fait, c'était une localisation assez maligne. On a dit tout à l'heure que le kyste idatique pouvait devenir malin par ses complications. Et donc, l'évolution était favorable. Donc, la patiente a séjourné en réanimation, mais les suites étaient bonnes. Et puis, elle ne faisait plus d'hémoptysie. Bien sûr, pas de signe en faveur du kyste idatique. Et donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, l'atteinte osseuse est rare, mais il faut savoir le penser effectivement. Et on appelle ça un cancer blanc, parce que c'est très agressif. C'est plus le rachis qui est atteint, mais les autres os peuvent aussi être atteints. On a une latence clinique, une symptomatologie qui est de façon très insidieuse, mais le pronostic devient péjoratif parce que cette patiente, elle aurait tardé, elle aurait été peut-être paralysée. Et puis, la chirurgie est très difficile ici. Parce qu'on n'a pas assez d'espace pour enlever le kyste et éviter le risque de dissémination. Donc, il y a quand même des rechutes assez fréquentes. Donc, cette patiente mérite aussi surveillance parce que, regardez, ça atteint 30 à 90%. Il faut attendre combien de temps pour le traitement médical avant d'opérer? Ah non, le traitement médical, nous, on le donne dès que le kyste est ouvert, qu'il est compliqué, qu'il y a plusieurs localisations, mais c'est juste en attendant la chirurgie. S'il n'y a pas de chirurgie, on va le maintenir, tout en surveillant les sérologies. Après, si vous voulez, on parle, parce qu'il n'y a pas de recommandation, chacun fait à sa sauce, on va dire, c'est des épreuves. Ouais. D'accord? Et pour le bilan d'extension, est-ce que vous faites des radiographies pour, parce qu'on sait que 30% des atteintes idatiques, ça touche les os, le fémur. Alors, honnêtement, non. On n'a fait que le rachisme, on a fait l'IRM du rachisme, on n'a pas cherché par des radios standards les autres atteintes, tant qu'il n'y avait pas de signe d'appel. Voilà. Après, je ne sais pas si c'est une recommandation pour faire tout le squelette, mais s'il y avait signe d'appel, oui, on l'aurait fait. Est-ce que vous faites l'aspiration de membrane blanchie dans la chirurgie bronchoscopique, une seule fois. Oui. Voilà, donc des fois, quand on arrive à la sortir, à la prendre, il n'y a pas un risque d'hémorragie? Non. En général, c'est flottant. Par contre, c'est surinfecté, c'est l'infection. Voilà. Parce qu'en général, elles ne sont pas collantes.
D'accord? Et quand il y a l'infection, la surinfection, même la membrane devient un peu friable. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, la membrane elle peut être très vite, elle peut être hyper épaisse. D'accord? Comme du calamar, comme tu sais, etc. Mais au fait, non, non. Quand on arrive à les prendre, quand on voit que c'est mobile, que ça se prend, ben on les prend, on les sort. Et d'ailleurs, c'est difficile en image. Après, c'est un grand kyste, c'est une grande membrane polygère à l'intérieur. Tu auras beau tirer, bah, ça ne viendra pas. On a eu 2 ou 3 cas des patients qui n'étaient pas opérables, sujet âgé avec comorbidité et tout ça. Et on a vu la membrane sur une endoscopie souple. C'était juste impossible de les faire opérer. Et on a tenté ça. Il n'y a rien d'écrit, rien de clair, sous rigide avec la grosse pince et on a tiré la membrane, ça s'est bien passé. Maintenant, les chirurgiens vont te dire ce qu'ils craignent, eux, c'est vrai qu'il y a une espèce, en fait, tu as une espèce la membrane du kyste, donc elle va s'épaissir, elle va un peu protéger, mais ce qu'il faut faire, les chirurgiens thoraciques, il faut très attention à fermer les fistules bronchiques pour qu'il n'y ait pas, c'est ça qui les dérange. Le pneumothorax, l'aérien beaucoup, donc les patients vont être drainés longtemps. Il faut qu'ils ferment toutes les fistules et c'est ce qui leur prend beaucoup plus de temps que la résection. Je voulais juste rajouter un seul mot par rapport à l'atteinte osseuse et notamment à cette atteinte vertébrale et le risque de récidive. En fait, quand ils opèrent un kyste hydathique pulmonaire, ils enlèvent le kyste, ils enlèvent le périkyste, ils enlèvent toujours un tout petit peu de parenchyme à côté. Ouais. Parce que c'est pas comme le foie où ils mettent comment ça s'appelle là, le truc qu'ils mettent pour tuer les squelettes. Voilà, ils ne le font pas en thoracique, ils ne peuvent pas le faire en thoracique et donc ils enlèvent toujours un petit bout de kyste autour, ce qui n'est pas possible dans ce cas-là où tu as une atteinte vertébrale, d'où je pense le risque de récidive est beaucoup plus important dans cette forme-là. Alors, il y a juste une deuxième plaque. C'est une question sur le risque. C'est juste, pardon, c'est le risque de les chirurgiens souvent ils parlent d'un risque de choc anaphylactique. Oui, on va y arriver. Parce que justement, la remarque de l'autre ami est très pertinente. Parce que si on fait saigner, c'est quoi le problème? C'est de mettre en contact l'antigène avec la circulation dans l'anticorps. Okay. Et ça peut donner des réactions anaphylactiques. Malheureusement, on n'a pas voulu montrer un cas. On a eu un cas d'atteinte là qui est mort. On voulait pas montrer. On voulait le publier, mais c'était pas possible parce qu'en fait, on avait risqué. Le chirurgien dit je peux faire une embolie hydatique, mais en ouvrant, il y avait une atteinte du cœur droit et de l'artère pulmonaire. Tout s'est bien passé, mais juste au décours de l'acte, ils étaient en train de faire, il a fait le choc anaphylactique, il est resté sur la table. C'est une complication exceptionnelle, mais qui existe. D'accord, vous pouvez être prêt. Un autre élément dans le même sens, quand on a des très gros kystes hydatiques sains, et que le chirurgien va opérer, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils ponctionnent le kyste, ils le vident. Dommage, je pensais que si vous allez. Alors, juste parce que l'autre ami a dit une remarque, bon, moi je ne voulais pas brûler les étapes, mais ça répond à la diapo de chez nous. C'est que quand on est en pays endémique, d'accord? Si on a un syndrome rachidien qui évolue très lentement, on va dire c'est une tuberculose. D'accord? Que ce soit tumoral ou des maladies spécifiques. Toujours est-il, en général, si c'est une urgence, c'est on traite parce qu'on a rarement de confirmation. Cependant, quand ça ne répond pas, dans ce contexte-là, il faut penser à l'étude qu'on propose, si l'imagerie montre que c'est kystique, que la sérologie vient confirmer, etc. Donc c'est Alors, on va passer à autre chose. Alors, cette série d'observations, c'est une série d'observations, on pourra en parler, on pourra s'arrêter pour les mesures. Un patient de 32 ans admis aux urgences pour des hémoptylies de faible moyenne abondance depuis 1 an, et puis il a vraiment pas consulté pour ses hémoptylies, nos Marocains, quand c'est vrai, la c'est riche. Mais en tout cas, il est venu aux urgences quand il a commencé à être dyspnée. L'examen était normal, la NFL c'était 670 éléments des hémoptylies, mais sans plus, une CRP normale, des dédimères négatifs, et une radiographie thoracique avec un aspect de lâcher de ballon. Son scanner. Je sais pas, dans les radios, je ne les ai pas trouvées. J'ai trouvé aucune radio, c'est terrible. En fait, ils ne les mettent pas sur le PAX. Et donc, ça échappe. Donc, vous dites quoi? Moi. Après, vous avez plein de flèches. Une image à double composant. Alors, vous avez effectivement des lésions kystiques, remaniées. Ici, il y en a une autre là. Il y en a d'autres qui sont kystes pleins. Il y en a ici. Vous pouvez regarder ici sur les coupes sagittales. Regardez ce qui se passe. Là, ce sont les artères pulmonaires. C'est la lobaire inférieure droite.
Regardez ici, on a du matériel à l'intérieur des artères pulmonaires. C'est un patient qui a déjà une symptomatologie, une orthidie, mais qui va faire de la dyspnée dessus. Bilan, bien évidemment, bilan de dimère, négatif, mais faites attention, chez ces patients-là, l'embolie-datique ne va pas augmenter les dimères comme les gars. C'est exactement, ce n'est pas fibro. Il y a déjà une hypertension pulmonaire. Oui, on a une attaque de l'hypertension artérielle pulmonaire, et puis on a un beau kyste hydatique dans le ventricule droit, qui mesure à peu près 18 mm de grandeur. Ça fait des signes d'HTP avec un rapport aorte-artère pulmonaire qui est largement supérieur à 1. Donc ici, alors ils l'ont fait pour l'iconographie, c'est pas pour le diagnostic, d'accord? On est riche au Maroc finalement. On a une belle équipe, je te jure. Ah, ça je confirme. On a une belle équipe, donc ils nous font plaisir. Alors, on a un kyste hydatique au niveau du ventricule droit, on a des kystes hydatiques un peu partout dans le parenchyme pulmonaire, et là aussi, en fait, ils l'ont fait pour l'icono, le patient n'a rien payé, je vous rassure, c'était pour que les équipes de radiologie le publient. Regardez, deuxième observation, 23 ans, et là, Abil, elle est là, donc c'est son article, hémoptysie de faible abondance, aspect de lâcher de ballon, là aussi, il vient pour une dyspnée d'aggravation très rapide, l'écho-cœur, une HTP à 70 mm de mercure et le kyste hydatique dans le ventricule droit. Vous voyez, les images se ressemblent. Des lésions kystiques, pardon, je suis désolée mon ami, des lésions kystiques un peu partout, une grosse artère pulmonaire. Et puis, vous allez voir également ici, alors on a cet aspect de verre dépoli, donc c'est le trouble perfusionnel qui est dû aux emboles hydatiques. Et donc, regardez ici, on voit bien qu'il y a les emboles hydatiques au niveau de la lobaire supérieure gauche. Je pense qu'il y en a même au niveau de la lobaire inférieure. Et là aussi, on essaie d'avoir toute l'iconographie. On voit bien ici à l'IRM l'embole qu'on vient de voir ici sur l'angioscan. Eh ben, on le voit très très bien en IRM. On voit très très bien que c'est liquidien, que c'est ici. Donc, bien évidemment, il y a d'autres kystes hydatiques qui sont un peu éparpillés au niveau du parenchyme pulmonaire. Et là, Abil est toute contente parce qu'elle est avec moi ici et elle vient de faire publier son article. Donc, finalement, l'embolie pulmonaire hydatique est rare. C'est bien, ma chérie. Migration. Alors, souvent, il y a des Abil. Félicitations, elle est contente. Alors, en anglais, s'il vous plaît. Oh, ben oui. Ah. Yes, madame. Bien. Alors, l'embolie pulmonaire hydatique, souvent, c'est la migration, le plus souvent, c'est via la veine cave intérieure qu'on a des embolies hydatiques. Et plus rarement, par le ventricule droit. Alors, la veine cave intérieure, et là, c'était longtemps. Alors là, c'était en 2013, où on avait publié 3 ou 4 cas. On voyait très très bien ici l'embolie hydatique à l'intérieur de la lobaire inférieure droite. Et on voyait ici la veine cave inférieure. Et à côté de la veine cave, il y avait le kyste hydatique. Alors, il y avait un certain nombre d'observations, dont une, je vais essayer de vous la trouver. On voyait très très bien l'embole. Regardez, à l'intérieur de la veine cave inférieure. Je ne sais pas si vous arrivez à en voir plus. Donc là aussi, je pense que tu as quelque chose qui se ressemble juste après, puis après on fait un récap. Alors, c'est une femme un peu plus âgée maintenant, 57 ans, d'origine rurale, avec présence de chien dans l'entourage, et qui dit qu'elle avait un dyspnée pulmonaire, diagnostiqué en 92, mais qu'elle avait abandonné, bon, pour des raisons familiales. Elle a rapporté déjà en ce temps-là une datidoptisée, une hémotide. Donc, elle était jeune. C'est quand même la maladie, on a dit le poumon tout à l'heure, c'est 10 à 30 ans. On doit arrêter. Alors, rapidement. 10 minutes. Il y a là. Un quart d'heure. Ça marche. Un quart d'heure. C'est tellement patient. Il y a des images juste magnifiques qu'on pourrait vous les montrer quand même. Alors, on avance. Alors, elle a quoi? Elle a une douleur, une dyspnée, fait toujours des datidoptisie. Vous voyez, les gens ne le consultent pas malheureusement. Avec un fléchissement de l'état général parce que ça traîne. Et puis, voilà, elle est souvent pour un problème cardiaque. Rien de particulier, on passe. Donc, cette image. Elle est malade. On passe parce que. Alors, on va passer autres observations. Voilà le scanner. Bon, c'est pas blanc, d'accord? Vous voyez d'énormes masses kystiques. Regardez le cœur. Ok? Très bien. Allez, on n'a pas le temps. Donc, il y a une hydatidose diffuse dans les deux poumons avec une atteinte très intime avec le cœur. Donc, on fait une écho-cœur. Bon, on fait le bilan, il n'y a rien de particulier avec un petit regard sur les éosinophils à chaque fois. On nous dit que le cœur est comprimé, qu'il n'y a rien d'intracardiaque, c'est ce qu'on nous dit. Les dédimères sont élevés, parce que des fois, il y a une composante fibrinochrurie qui va se rajouter, d'accord?
Donc Ah là, oui, une souffrance, ça, les dimères, voilà, bien sûr. Une souffrance. Sauf que là, c'est un très très élevé, donc on s'est dit, voilà, qu'est-ce que ça En pourrait juste, être? Alors, je vais me faire peut-être le cadre, je n'ai pas de très belles images, mais je prends un bon radiologue qui nous ont dit que finalement, il y avait une embolie pulmonaire bilatérale. Allez, je passe, j'ai mis des petites flèches, mais bon. Alors, on l'a mis sous traitement, pourquoi? Parce que quand même, les désimères étaient élevés. Donc, il y a une composante fibrinonucléaire quelque part. Et on a contrôle. D'accord? Alors, l'échographie abdominale avait une atteinte hépatique. S'il te plaît. Voilà. Et donc, c'était une embolie hydatique. Le problème ici, c'est quoi? C'est que la patiente a été admise aux urgences. Quelques semaines plus tard, elle a fait un état de choc. Elle a été réanimée, mais malheureusement, elle a été voilà, perdue, donc elle est décédée. Et donc, on s'est dit qu'il y avait cette embolie pulmonaire, donc il y avait cette petite plaque pour dire que c'est une complication rare, mais très grave. On peut avoir une embolie ou plusieurs, comme le cas de cette patiente où c'était bilatéral. Elle vient souvent après l'atteinte des cavités droites, mais comme je dis par la veine cave essentiellement. Et puis les signes cliniques, voilà, c'est discordance, on va dire, parce qu'il n'y a rien qui se rajoute à l'imagerie initiale. Et puis on a plusieurs types d'expressions, je vais passer. L'enjeu scalaire est très important, surtout quand il y a du matériel hydatique en intravasculaire. L'IRM pourrait être intéressant pour l'atteinte cardiaque surtout, un peu vasculaire, proximale. Et le pronostic dépend du terrain. Si cette patiente avait un problème cardiaque, c'est qu'il n'a pas non plus arrangé les choses. Et puis, est-ce que c'est l'atteinte proximale, distale, ou bien sûr, ça fait aussi le pronostic. Et il faut faire un traitement, là, il faut l'antiparasitaire par. Voilà. Alors, on va aller sur. Alors, sur une autre. Voilà, sur un autre. Ça va sonner. Oui, oui. Maintenant? Non, mais je disais, parce que Sutibari. Il est au premier rang, donc vraiment. C'est très intéressant, mais on va essayer de faire vite. Alors, je vais essayer de vous montrer un deuxième. Oui, non. Alors, on va essayer. Le deuxième groupe, il attendra. Alors, on va essayer d'aller sur une autre entité, une autre complication. Une autre complication du kyste hydatique. Alors, juste ici pour vous dire que le kyste hydatique peut prendre finalement plusieurs chemins. Et on ne sait pas lequel il va prendre. 65 ans, Mohamed, opéré pour un kyste hydatique du foie il y a 15 ans et qui se présente pour une biliptisie. Biliptisie, vous avez cette radiographie thoracique avec un large niveau hydraulique. Vous avez ce scanner avec deux énormes poches, enfin deux énormes lésions kystiques, une au niveau de la base pulmonaire et une au niveau du zone hépatique. Et je vais passer assez rapidement pour vous dire que voilà ce qui s'est passé. Alors, il a eu une cholangiographie et puis une CPRE. Alors, la CPRE, donc c'est une cholangiopancréatographie rétrograde qui va montrer ici tout ce que vous voyez entre le blanc et le jaune. C'est en fait la membrane hydatique qui est venue obstruer les canaux biliaires et ça va entraîner une fistule bilio-bronchique qui va se manifester par des biliptises. Est-ce que c'est rare? Ben, peut-être pas si rare que ça, parce que vous allez voir quand même pas mal de séries. Alors, du coup, là, il y a plein de publications de l'équipe. J'ai pris juste ceux que je connais, donc plein de publications de l'équipe. Et à chaque fois, vous allez voir ici des énormes kystes hépatiques hépatiques et des énormes lésions kystiques au niveau pulmonaire, avec là aussi une CPRE. Là, ce que vous voyez ici, c'est la membrane. Et une excellente réponse post-opératoire. Idem, pareil. Là aussi, pareil. Et là, vous avez un certain nombre de cas connus. Celui-là, je voulais quand même vous le montrer. Très intéressant. On a le kyste hydatique au niveau du dôme hépatique, vous le voyez bien. On voit très bien la communication entre le kyste hydatique et les bronches, bien. Mais quand ils ont injecté pour voir le trajet fistuleux, eh ben, ce patient, il a fait une fistule entre bilio-bronchique et cutanée. Donc, il avait du produit de contraste qui passait, par au niveau cutané. Et donc, on a une très belle publication qui essaie un petit peu d'organiser les choses, comment gérer ces patients-là. Alors, premièrement, il faut savoir que le kyste hydatique est la cause la plus fréquente de biliptisie dans notre pays. C'est pas le traumatisme, c'est pas la chirurgie hépatique, c'est pas tout ça. Ces patients-là sont des patients qui arrivent très dénutris, très amaigris, ce qui contraste avec la bénignité du kyste hydatique. Alors là, pourquoi? Parce que tout simplement, dans le fait qu'il y ait une obstruction du canal biliaire par le matériel hydatique, eh bien, vous comprenez bien qu'il ne va pas avoir de digestion, si je peux m'expliquer comme ça, pas d'absorption des graisses, beaucoup de fuite hydroélectrolytique. Effectivement, ces patients-là, ils arrivent très amaigris. Et avant, quand on opérait ces patients du poumon à ce stade-là, la mortalité post-opératoire était très importante. Et de ce fait,
aujourd'hui la place centrale de la cholangiopancréatographie rétrograde, qui est toujours préopératoire, qui va préparer le patient. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Il va explorer la voie biliaire, elle va extraire la membrane, elle va voir s'il y a une fistule, elle va probablement, ils font ce qu'ils appellent un ramonage pour enlever toutes les membranes, ils vont ouvrir le sphincter pour évacuer tout ce qui est, et puis probablement mettre une prothèse. Et c'est après la CPRE, et quand les patients vont commencer à prendre un petit peu de poids, vont grossir, deviendra par la suite la chirurgie. Regardez ici, cette énorme membrane hydatique qui obstrue la voie. Donc ça, c'est une voie endoscopique digestive, vous reconnaissez ici. Et puis, de ce fait, on a un très bel algorithme qui montre qu'il faudra faire attention chez des patients qui ont des kystes hydatiques du foie, qui sont très amaigris, altération d'état général, idéalement biliptisie, mais qui n'est pas toujours présente, avec des infections à répétition, la place centrale de le scanner thoraco-abdominal, de l'échographie, parfois de bili IRM. Alors, si on suspecte l'obstruction des canaux biliaires, eh ben, ça va d'abord être la CPRE avec une sphinctérectomie avant de préparer le patient à la chirurgie. Donc, ça, c'était, on passe, alors, il y a quoi là? Alors, oui, celui-là, il est hyper intéressant. Là aussi, c'est un patient du service, jeune homme de 36 ans, bon état général, il est conçu parce qu'il a une masse pariétale, hein, au niveau paravertébral, au niveau du dos. C'est une masse à l'examen qui est vraiment dure, fixe, elle n'est pas mobile, elle est vraiment très très suspecte. Je suis désolée, je n'ai pas trouvé son scanner, mais en tout cas, vous voyez bien ici qu'il y a un pointeur. On va logiquement penser sarcome. On va jeune, bon état général. On a cette lésion là qui envahit, qui est vraiment paravertébrale postérieure. Ben, on s'est dit mon Dieu, faites attention, est-ce que c'est une tumeur? On était parti sur une tumeur. On a fait la biopsie chez ce patient-là parce qu'on avait besoin d'un impact. On a fait deux fois négative. C'est une kyste hydatique de la paroi. Kyste hydatique de la paroi, et donc avec là, comme vous voyez ici, plusieurs petites vésicules. Alors vous nous dites hein, que si vous voulez qu'on s'arrête, parce qu'on a quand même encore. Oui, mais juste montrer le dernier cas, l'agressivité. Donc bon, 29 ans, alors il faisait le dressage des chiens. Donc c'est un peu des fois habité en ville, hein. Mais on peut être exposé aux chiens. Alors il avait un pyothorax gauche, drainé, traité par antibiothérapie 3 ans chez lui. Okay. Vas-y, s'il te plaît, assez rapidement. Merci. Alors, au fait, il vient, il dit qu'il a mal, il a une dyspnée, qu'il a une peau sèche, et puis il nous rapporte une vomite hydatique. Mais tant qu'elle n'est pas vue par un médecin, ça ne confirme pas. Si on y est, c'est différent. Et puis, fléchissement de l'état général. Donc, remarquez avec nous cette fléchissement de l'état général. Alors, il fait une dextroctysie en service. Regardez ce qu'il est, mais très, très typique. Ça, c'est joli, hein. C'est vraiment, ça ne pose pas de doute. Alors, l'examen trouve un syndrome d'épanchement liquidien à gauche et le choc de pointe était dévié à droite. Le reste était normal, à part une sensibilité hépatique. Alors, regardez la radio, on n'a pas le temps de commenter, on passe sur le scan. Alors, regardez les images, on fait plein d'images mystiques, et quand on descend et qui refoule le cœur, donc le cœur, il y avait juste le déplacement du cœur. Donc, quand on examine, c'est bien de chercher des choses très simples comme le choc de pointe. Hein. Et puis, vas-y, passe, s'il te plaît. Donc, regarde, ça descend dans l'étage abdominal, ok? Donc, voilà, ça descend dans l'étage abdominal, ça prend tous les éléments. Il y avait une lésion hépatique, apparemment, qui était anciennement connue, mais jamais prise en charge. Donc, en fait, on avait une atteinte gauche, thoraco-abdominale, par contiguïté, d'accord? Et puis, quand on a fait la particularité ici, c'est qu'on a complété. Donc, ça, c'est la reconstruction, vous voyez un petit peu. Alors, en fait, bon, on a mis le patient mise en condition, etc. On passe, voilà, on a fait les sérologies hydatiques positives. Voilà, le cœur, bonne fonction, c'était juste des cavités écrasées sans atteinte cardiaque. Et puis, quand on fait la bronchoscopie, on n'a pas trouvé quelque chose de macroscopiquement évocateur, mais encore une fois, on cherche le scolex. C'est exceptionnel, en fait, ce sont voilà, des cas. Non, c'est très rare. Moi, je dis ma recherche de scolex. Et là, j'étais contente. Alors, on complète par l'IRM. Donc, je passe, c'est notre reconstruction. Voilà, il n'y avait pas de diaphragme. On l'a recherché à l'écho, à l'IRM. C'est un kyste qui a
manger le diaphragme, on va dire. C'est juste pour vous dire l'agressivité de cette maladie dite bénigne. D'accord? Donc, il y avait également ce kyste hépatique connu. Et voilà, donc il y avait une destruction diaphragmatique totale. Et le patient a eu un traitement médical, parce qu'on comprend bien pour lui, il en comprend bien. Et malheureusement, lui aussi a fait des tâches. Matériel antigénique. L'intérêt de surveiller le kyste hépatique. Tout à fait. On a parlé de la surveillance tout à l'heure. Tout à fait. Quand un malade fait On a dit 2 ans. On a fait un rappel théorique avant que je vous le donne. On a dit jusqu'à 2 ans, il ne faut pas abandonner les kystes hydatiques. Et donc, l'anaphylaxie, c'est une réaction d'hypersensibilité immédiate IgE médiée vis-à-vis de l'antigène parasitaire. Voilà, donc on peut avoir des signes cutanés. Un porteur de kystatique qui se gratte, faut craindre une avance d'un choc anaphylactique. Bien sûr, des signes cardiovasculaires, un bronchospasme ou carrément un état de choc anaphylactique. Attention, quand on manipule le kyste, il y a un risque, donc en général, il faut être prêt pour ça. Et puis voilà, quand il y a une forte suspicion clinique, il faut vraiment qu'on soit toujours. À propos de ça, de l'anaphylaxie, je fais un parallèle simple. Un phéochromocytome. La manipulation de la phéochromocytome peut provoquer un drame. Les anesthésistes connaissent bien la problématique, préparent les malades, aussi bien pour une biopsie que pour un acte chirurgical. Si ces malades-là sont pris en charge et le chirurgien aware du problème, mon corollaire, c'est celui des kystes hydatiques qui sont simples, non compliqués dans le foie et dans le poumon, qui n'ont encore rien érodé, qui n'ont rien fistulisé, pour les traiter en percutanée de façon simple. Ça se fait à travers le monde. Et si l'aventure ou l'initiative plutôt n'est pas prise par un pays endémique, malheureusement, personne ne le fera. Peut-être l'Inde et encore. C'est pour ça que c'est une réflexion. Parce que le malade qui a un kyste hydatique simple au niveau du foie et que finalement il va avoir une résection du dôme saillant et qui va avoir une marsupialisation avec le machin qui est mis dedans, c'est-à-dire le grand épiplomb, ou qu'on a lui faire une périkystectomie, c'est complètement disproportionné par une maladie qui est quelque part bénigne. Maintenant, les techniques chirurgicales en fonction de remaniement du kyste simple. Alors, sur un kyste simple, il n'y a aucune perte sur le parenchyme pulmonaire, on est bien d'accord. C'est une bronchoscopie, c'est une anesthésie générale. C'est une anesthésie générale, mais il n'y a aucune perte sur Après, moi, je comprends également l'attitude qu'on aborde aujourd'hui, parce que pourquoi? Parce que finalement, pourquoi ils essaient d'enlever même le périklyste pour qu'il n'y ait plus. Donc, je veux bien, tous ces patients qu'on a présentés, ils ont le kyste hydatique du foie il y a longtemps, ou ils ont déjà été opérés. Ils ont déjà été opérés par le kyste hydatique, mais cette chirurgie doit être la plus. C'est comme le cancer, il faut qu'elle soit stérilisée, complètement stérilisée. On ne sait pas ce qui peut se passer après. Et c'est pour ça que je pense qu'on garde encore cette attitude de résection et de chirurgie. Mais en tout cas, un kyste simple, même le kyste remanié, il n'y a pas de perte sur le parenchyme pulmonaire. L'objectif, c'est de préserver le parenchyme pulmonaire le maximum. Bon, en fait, juste dire que les réactions sont exceptionnelles quand même. Oui, heureusement. Après, dans le poumon, le risque de la cavité séquelaire quand on pose des problèmes par la exactement, suite. d'aspergillisation comme on l'a vu tout à l'heure, ou bien alors de destruction parenchymateuse. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'il y a une politique pour les chiens errants? Exact, il y a une politique. Oui, mais qui est controversée selon. Selon Madame Bardot. Là, Non, c'est juste le comment de la chose. C'est juste le comment de la chose. Voilà. On l'a peut-être pas mis à la fin, mais en tout cas, Non, on a mis un mot sur. Je pense que ouais, il y en a encore d'autres cas. Tu as pas mis les dernières? Je pense que j'ai oublié, mais tu peux ouvrir la tienne, s'il vous plaît. Mais dans tous les cas de figure, il y a la politique concernant le kyste hydatique du foie, c'est-à-dire les gastro réellement, ils sont beaucoup plus à jour. Donc il y a un registre du kyste hydatique du foie, il y a plus de stratégies, il y a beaucoup d'études sur ça, parce que clairement c'est beaucoup plus fréquent. Maintenant, il y a une initiative pour les chiens errants, oui, la procédure. Même par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Toi, tu habites dans un endroit sympathique et tout, et tu vois qu'il y a une meute de chiens de rajati qui est. Tu as le droit, il vient avec avant, ce qu'il faisait, c'était les tuer. C'est ça la côté terrible, c'est l'abattage, où est-ce qu'ils mangent des. Maintenant, ils t'éjouent
et ils l'emmènent à un endroit et ils leur donnent des vermifuges, etc. Là, ils leur donnent ça c'est le traitement. C'est justement ou bien ils leur donnent c'est comment selon Bardo. Donc, ça fait toute une controverse juste l'année dernière. Mais des fois, là, on entend des coups de fusil. Vous les entendez? Oui. On les entend parce que ça se vient souvent après une plainte. Parce que des fois, on remarque qu'il y a trop de chiens errants et quelqu'un dépose la plainte juste après, vous entendez ça. Mais ils réagissent, mais l'abattage. Oui, il est battu. Après, il y a eu des plaintes contre ça, donc d'où le fait qu'il leur donne des poisons pour les faire tuer. Parce que l'idée que le kystidatique du poumon ou du foie est une maladie du rural est aujourd'hui complètement fausse. Réellement. Maintenant, si le recrutement des kystidatiques vient de la ville, même beaucoup plus que du rural. Donc, vient beaucoup de la ville. Alors, il suffit qu'il y ait un chien ou j'ai oublié de citer le gazon ou la gazon ou la pédic. C'est vraiment ça. Ça ne résonne pas. On est obligé d'arrêter, sinon M. Tbaï va nous chasser de la place. En tout cas, l'idée. Traitement médical, pardon. Qu'en est-il du traitement médical? Est-ce qu'il y a une réponse favorable après il n'y a pas de réponse. ou le traitement qu'est-ce que vous préconisez? Si un kystidatique sain, c'est pas la peine, d'accord? Mais dès qu'il y a un kystidatique ouvert de multiples localisations, ça va se discuter d'une équipe à une autre, d'accord? Oui. Traitement continu ou discontinu? Alors, comme c'est une forme non chirurgicale, je pense encore une fois, chacun fait comme il veut. Nous, on démarre le traitement et on suit les sérologies et on surveille les effets secondaires, surtout l'atteinte hépatique. Et donc, des fois, on crée ce qu'on appelle des fenêtres. D'accord? On fait des fenêtres. On arrête tout en surveillant la sérologie. S'il y a reprise, hop, on reprend. Et sinon, on fait 15 jours et on reprend quand ça déforme, ce qu'on a vu tout à l'heure, on continue quasiment à vie. Les cas d'hydatidouse non opérable, non chirurgicale, t'as pas autre chose à leur proposer. Hein. Alors après, on ne sait pas si c'est... On a vu des cas régressés sous traitement. Oui, après la question, moi j'avais lu dernièrement un article qui dit, la régression c'est quoi? Est-ce que c'est le kyste qui s'est rompu? Parce qu'il peut se rompre. Ou là, est-ce que c'est vraiment l'effet du traitement médical? Merci beaucoup pour votre attention.